Donc, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais ces derniers mois, ces dernières années, on a énormément de frameworks et librairies JS qui sont... On m'entend bien? C'est bon? Qui sont sortis pour faire énormément de choses, à tel point qu'il devient très difficile de trouver un nom commun qui ne soit pas une librairie JS. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé Tabouret JS, je crois qu'il reste de libre, et Xylophone JS, mais ça je vais le garder pour moi. Donc prenez pas Xylophone JS. Comment on en est arrivé là, à cette surenchère de librairies, dans tous les sens? Je vous invite à faire un saut de 12 ans en arrière, je vous parlais un peu de ma propre expérience. C'était mon stage de maîtrise d'IUP, je crois. Je ne sais pas si M. Patrou est toujours dans la salle. On m'avait demandé de faire un menu déroulant compatible Firebird, IE6 et IE 5.5. Alors, qui fait du JavaScript ici? Qui en a déjà fait sous IE 5.5? Ok. Ça vous empêche aussi de dormir la nuit ou ça va? Moi, j'ai du mal encore. Bref, c'était l'enfer sur un site en table. Ce jour-là, je me suis dit, plus jamais de JavaScript, jamais je retoucherai à cette chose. J'ai remis ma carrière en question, je voulais tout abandonner et faire développeur AS400. Et finalement, j'ai persisté. Mais à cette époque, je me suis dit, plus jamais ça, plus jamais de JS. Et puis, les années passent, et en 2006, il y a une lib qui sort, qui s'appelle jQuery, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y en a eu d'autres avant, il y a eu Prototype de mémoire, Underscore, Mootools, je ne sais plus si c'était bon, enfin bref. jQuery arrive et là ça apporte vraiment un vent de fraîcheur et de renouveau dans le développement web. Puisque donc ça va apporter une... J'aurais pas dû faire des listes à points, je suis en train de lire. Ça va apporter essentiellement une interopérabilité entre les différents navigateurs. C'est-à-dire qu'enfin, on va avoir du JavaScript encapsulé dans des méthodes de plus haut niveau qui vont pouvoir effectuer le même travail, le même comportement sur tous les navigateurs. Je précise aussi que jQuery, c'est bien une librairie JS. Derrière, c'est du JavaScript pur à 100%. On voit sur des CV de temps en temps, je fais du JavaScript et du jQuery. C'est la même chose. C'est pas une librairie magique qui se télécharge en plus. jQuery, ça a aussi formé un peu toute une génération au requêtage sur le DOM. C'est-à-dire que le dev web et JavaScript, il y a vraiment une approche où on va vraiment attaquer notre logique en commençant à faire des requêtes sur notre DOM et sur nos éléments. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on peut perdre de vue un petit peu le côté vraiment métier et logique du code derrière. Puis enfin, la grosse force de jQuery aussi, c'est cette facilité, cette ergonomie dans le développement, avec tout ce qui est Fluent Interfaces et les méthodes qu'on peut chaîner les unes aux autres, apportant souplesse et clarté. Donc depuis cette époque de jQuery, il y a beaucoup de frameworks et beaucoup de librairies qui ont émergé. Je pense qu'on arrive à une époque où la technologie commence à être vraiment mature. On a non seulement du JS côté serveur avec Node.js, mais on a énormément de choses aussi pour faire de la vraie qualité dans notre navigateur, avec beaucoup de librairies de tests, beaucoup d'environnements de tests, aussi bien tests unitaires que tests fonctionnels. La dernière hype, c'est bien sûr AngularJS et React.js dont tout le monde a entendu parler. Donc la question au milieu de tout ça, c'est qu'est-ce que je prends pour travailler? Et le JavaScript natif, est-ce que je peux encore l'utiliser? Est-ce que je dois l'utiliser? Qu'est-ce qui pourrait m'obliger à l'utiliser? Quels sont les besoins qui font que je pourrais l'utiliser? Et surtout, comment je peux l'utiliser si je fais le choix de ne pas retenir de framework? Alors je vais vous parler de ça bien sûr parce que je vais vous faire le retour de ma propre expérience que j'ai eue donc, chez Bunker pendant les 18 derniers mois, où nous avons fait le choix de ne pas prendre un framework au départ. Donc voilà le titre de la... Je suis désolé pour ceux qui pensaient que c'était une presse sur React. C'est pas du tout ça, c'est juste un mauvais jeu de mots avec React et réactionnaire. Si vous partez maintenant, je vous en voudrais pas, mais vous pouvez quand même rester.
Donc, comme je vous disais, mon profil, j'ai été 7 ans SS2I dans la région de Rouen. SS2I, l'école de la vie. Ensuite, 3 ans de freelance, donc le freelancing, l'école de la vie. Et puis, suite à ces 3 mois de freelance, j'ai été en contact avec les 2 fondateurs de Bunker, Alex et Edouard. Et il y a donc 1 an et demi, quand ils ont fait une belle levée d'1 million d'euros, ils ont recruté, ils ont vraiment augmenté la taille de leur équipe technique en recrutant pas mal de profils. Et c'est là que je me suis retrouvé à les rejoindre au poste de lead front développeur. Moi j'ai été élevé à la fac de Rouen, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont de la fac de Rouen ici. Donc élevé au Java, élevé au génie logiciel, des choses comme ça. La formation web est venue beaucoup plus tard, au gré des missions. J'ai toujours été un peu le monsieur web en SS2I, et puis forcément, c'est depuis 4 ans là, en freelance. Vu le marché actuel, vu les services actuels, la techno est de plus en plus centrée sur le web. Et mine de rien, le JS que je détestais il y a 11 ans est devenu incontournable aujourd'hui. Bunker, qu'est-ce que c'est donc? C'est un outil d'édition de présentation. C'est souvent vendu comme le PowerPoint Killer, à tort. C'est une autre vision de l'édition de présentation. On a essentiellement 2 grosses parties dans notre app. La première, c'est le visualisateur de présentation qu'on appelle dans l'intimité le viewer. Et puis notre éditeur qui va nous permettre de, comme son nom l'indique, éditer les présentations. Je ne vous ai pas fait un petit schéma de notre archive parce que ce n'est pas le sujet. Il faut juste savoir que ça, c'est ce qui se passe dans notre navigateur. Donc forcément, tout ça, c'est du JS. Derrière, ça communique avec notre API. Je vous la fais simple. Alors, globalement, pour ceux qui ne sont pas familiers des API, une API, c'est juste des points d'accès en HTTP sur lesquels on va faire des requêtes pour mettre à jour, ajouter, supprimer nos objets, récupérer nos objets aussi. Une API REST des plus classiques. Donc, je suis arrivé sur ce projet-là, important de le lire aussi, à un moment où, comme le disait Laure dans sa présentation suivante, à un moment où il y avait eu toute une phase de développement de la première version du produit qui avait été faite vraiment dans une optique de rapidité, et forcément avec une dette technique accumulée assez importante. Et au moment de cette levée de fonds, la décision avait été prise de remettre à plat le produit, donc complètement abandonner la version précédente, revoir l'ergonomie, revoir sur quoi on allait centrer vraiment le produit. Et du coup, je suis arrivé avec une feuille blanche. Vous auriez pu me dire que j'étais pas en full screen. Pas très sympa. Donc, moi j'arrive là en tant que lead dev front, il faut que je fasse des choix rapidement. Comment je vais développer ce truc? Alors un viewer, à l'époque, on était surtout encore dans Angular, c'était vraiment Angular qui avait la hype. Est-ce qu'on passe sur Angular? Problème, Angular je connaissais de nom, je n'avais jamais vraiment pratiqué. Donc on va faire quelques réunions, quelques points de départ pour mettre à plat les principales contraintes de notre viewer. Alors, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de léger, de rapide, de mobile et de moderne. Pourquoi? Parce qu'on voulait que nos présentations se chargent rapidement, qu'elles ne mettent pas 3 plombes à se charger, surtout quand elles allaient être embarquées dans des pages web. Rapide pour justement éviter au maximum ce sentiment d'attente auprès de l'utilisateur. Il y avait un aspect mobile qui était très important pour nous. Donc ça sous-entendait un code le plus léger possible, et toujours pareil, le plus optimisé possible, le plus rapide possible. Et moderne, j'insiste là-dessus parce qu'on a fait volontairement le choix de se passer de certains navigateurs, forcément IE6 en tête. Je crois qu'on n'est pas non plus sur IE8, pour laquelle on fournit une version dégradée de notre visualiseur, notre viewer.
Mais du coup, nous limiter à IE9 sur le viewer, ça nous a vraiment permis de faire fi de tout un tas de rétrocompatibilité sur des vieux navigateurs pourris, hein, appelons les choses par leur nom. Donc, avec ces aspects-là, moi je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre un framework pour notre viewer en tout cas? On va voir si on ne peut pas partir en JS pur, avoir vraiment notre petit code aux petits oignons formaté exactement pour nous comme on en a besoin. Donc, on décide de limiter au maximum les dépendances externes de notre viewer, donc les librairies externes. Il faut bien voir que là, on n'est plus du tout dans, comme le disait Laure dans sa présentation précédente, on n'est plus du tout dans une optique de rapidité de dev, mais on va plutôt essayer de faire de la qualité sur le long terme, quelque chose de maintenable, et quelque chose donc de tout de suite qui va correspondre à nos attentes, à savoir léger et rapide. Donc limiter les librairies, voilà, les deux premiers points sont exactement les mêmes. Je ne sais pas qui a fait cette presse, mais c'est... voilà les points que j'évoquais, et du coup pas de framework. Donc on va se pencher un peu sur notre viewer. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va recevoir une présentation depuis l'API, on va la mettre dans notre DOM, donc on va avoir un bel HTML généré ici. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc il va falloir qu'on parcourt notre DOM, et puis qu'on soit capable de l'animer un petit peu, de faire défiler les slides, donc qu'on mette à jour des CSS, et qu'on fasse de l'animation. Tout de suite, ça fait 7 ans que je procède comme ça. Dès que je commence un projet JS, je pense à jQuery. Alors voilà. Donc jQuery GZIP Minify fait quand même 32 kg. Donc 32 kg alors qu'on vise quelque chose de plus léger possible, on commence à se demander si ça peut faire un peu beaucoup pour finalement juste requêter notre DOM et faire 2 animations de slides. Donc on va se pencher un peu sur le JS natif. Ah, j'ai pas précisé tout à l'heure, Vanilla JS, c'est le petit nom du JS natif en fait. C'est pas, pour une fois que c'est pas un framework, ils se sont dit on va quand même lui donner un nom parce que. Donc là vous avez deux exemples à gauche avec jQuery, je pense que ça vous parle. En fait, jQuery c'est essentiellement basé sur cette fonction $, qui va aller qui va être capable de requêter notre DOM. Donc ici, je vais chercher mon élément qui est l'ID présentation, ID parce que dièse. Et en dessous, je vais chercher tous mes éléments qui vont avoir la classe slide. La classe parce qu'il y a un point devant slide. Faut savoir que du coup, cette méthode $, c'est sûr qu'elle est très pratique, mais derrière, elle est assez coûteuse en temps. Parce que première chose que va faire cette méthode, c'est déjà comprendre ce que je lui passe. Donc il va y avoir une phase d'analyse de ma chaîne de caractères, de décomposition, et un pré-traitement pour aller récupérer les éléments. En natif, je peux directement aller taper, aller chercher l'élément avec l'ID qui m'intéresse, présentation. Alors c'est sûr, c'est un peu plus verbeux, c'est un peu plus long, mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez aliaser vos fonctions et vous faciliter la vie ici. Donc le premier point, c'est vieux comme le monde, hein, get element by ID. Par contre, le deuxième, c'est un peu plus récent que Query Selector All. Et Query Selector All permet en fait de faire exactement la même chose que jQuery quand on lui passe un sélecteur CSS. Là, je vais récupérer tous mes éléments ayant la classe slide. Et ça, c'est du natif, donc beaucoup plus rapide que jQuery. Et surtout, pour le moment, j'ai pas eu besoin d'aller chercher la librairie. Et c'est 32 kg. Query Selector et Query Selector All, donc ces deux méthodes. Ça, c'est la compatibilité des navigateurs. Donc ça marche même sous IE8. Donc on a besoin encore dans notre viewer, on a besoin de manipuler des éléments, de manipuler des attributs, de manipuler des classes. On marche beaucoup sur le changement de classe pour changer les styles et déclencher des animations. En jQuery, je récupère mon élément et ensuite je fais add class, remove class, toggle class. Alors c'est sûr, c'est clair, c'est verbeux, on comprend bien. En natif, je peux très bien le faire aussi avec la propriété class list des éléments qui me permet plus ou moins de la même façon d'ajouter et de supprimer des classes. D'ailleurs, il y a des erreurs là, il n'y a pas de point dans le add class ici.
Bon, on n'est pas en train de contrôler la syntaxe. Hein. De la même façon, on peut mettre à jour les attributs. Finalement, aussi facilement qu'en jQuery. Alors encore une fois, ClassList, bizarrement, il est moins supporté que le Query Selector. Notamment chez eux, hein, on ne va pas non plus tirer sur l'ambulance. Et Opera, ouais, on ne sait pas ce que... plus tard, je vous parlerai de comment on a fait pour quand même l'utiliser, y compris sous IE 10 et 11. Enfin, les animations, ça, faut avouer que jQuery, pour ça, est super pratique pour animer les interfaces, animer l'UI, intégrer des composants. Mais maintenant, on est en 2015, on a les CSS3 animations. Le code est approximatif, hein, je ne sais pas s'il passe, hein, je l'ai tapé. Mais globalement, ça ressemble à ça. On a notre slide. On peut lui mettre une position gauche à moins 1680 px, donc cachée de notre écran. Et on lui dit juste que tu vas me faire une transition sur ta propriété left de telle durée. Et quand on change cette propriété, c'est-à-dire que quand là je vais ajouter la classe current sur mon slide, la transition va s'effectuer d'elle-même et on va avoir une animation. Donc du coup là, c'est même le navigateur qui fait tout le boulot et encore une fois, on n'a pas besoin de jQuery. Du coup, on est parti du principe qu'on ne mettrait pas jQuery dans notre viewer. Puisque nos trois besoins étaient déjà disponibles en natif. Donc une fois qu'on avait fait le choix du coup de partir vraiment en JS pur sur notre viewer, il a fallu un peu réfléchir à comment on allait découper notre code. Donc là, je vous rappelle les cours de génie logiciel, il faut essayer vraiment de toujours modulariser au maximum, avoir un maximum de composants pour permettre plus de souplesse dans le code et aussi plus de logique et plus de maintenabilité. Particulièrement en JS, il faut rester vigilant sur la portée des variables. Quand on prend un fichier JS et qu'on va tout de suite le charger dans la page et qu'on déclare des variables, ces variables auront pour portée l'intégralité du JavaScript chargé sur la page. Avec éventuellement des conflits qui peuvent arriver sur je vais charger le script d'un copain qui a bossé à côté, on ne s'est pas concerté, on utilise la même variable, ça fait des conflits. Et ça vous plante la journée, et c'est pas rigolo. Et puis aussi, pas trop se laisser aller avec le côté permissif du JS, on peut... c'est pas très strict comme code, on peut vite faire n'importe quoi. Donc voilà, donc je prends l'exemple d'un vieux morceau de code que j'ai pris directement chez moi, hein, ce que j'appelle le CrackraScript. En plus, il y a du jQuery dedans. En gros, là, on a du code qui a l'air de faire un peu tout, quoi. Donc on va chercher des images, on va chercher du type, on va chercher des modales. Après, on a des médias sur le view, on me fait de l'Ajax. Wow, en dealing, je suis déjà dans l'Ajax. Non, merci. Donc ça, c'est pas grave, hein. On l'a tous fait, on le fait tous, on le refera. Seulement, c'est pas adapté sur une application qu'on veut voir évoluer dans le temps, qu'on veut voir maintenable, et qu'on veut voir facilement débuggable aussi. Donc, c'est pas du tout une honte de bosser comme ça, mais c'est pas du tout adapté au produit qu'on essaie de faire. Comment modulariser notre code? Le problème de JS, c'est qu'on ne peut pas importer d'autres scripts, comme on peut faire par exemple en PHP avec des includes, en Java avec des imports. Nativement, en JS, on ne peut pas le faire. On pourra le faire une fois que le standard ECMAScript 6 aura été implémenté dans la plupart des navigateurs. C'est déjà un peu le cas à droite à gauche. On peut déjà bosser en ECMAScript 6 avec des précompilateurs. Nous, on ne l'a pas fait. Mais dans ECMAScript 6, il y aura ce mécanisme d'import. On pourra enfin aller chercher d'autres fichiers, créer des vraies dépendances. En attendant, comment on peut procéder? On peut faire une concaténation côté serveur ou alors au moment sur notre poste, sur notre environnement de dev, avec des solutions comme Grunt ou Gulp, je crois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce sont des petits services qui vont tourner en fond et qui vont automatiquement concaténer tous nos fichiers
Et forcément, comme ils vont nous faire qu'un seul fichier, toutes les dépendances du code seront dans ce seul fichier, donc tout sera visible et on pourra l'utiliser tel quel. Le seul problème de ce genre de solution, c'est que ça nécessite de maintenir quelque part une liste de tout ce qu'on veut construire, de tout ce qu'on veut build et de toutes les dépendances de chaque fichier. La dernière solution, c'est une librairie client et c'est celle qu'on a retenue avec Require.js. Donc voilà, donc on est parti, depuis tout à l'heure je suis en train de vous dire ouais, JS natif, tout ça, machin, hein, et pas de framework et compagnie, et finalement il y a un moment, il faut quand même faire face à la réalité, on est obligé de céder de produits existants, on ne va pas réinventer la roue, il y a Require.js qui existe, mais on va s'en servir comme base pour gérer toutes nos dépendances. La force de Require.js, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, c'est une lib en pure JS, il n'y a pas de magie, hein, c'est juste du JavaScript. Et on va permettre de déclarer au sein des fichiers quelles sont les dépendances de mon fichier. Alors, est-ce que j'ai l'exemple tout de suite après ou le slide suivant? Non, ce sera le slide suivant. Voilà, donc ça, c'est le premier point, je vous en parlais. C'est-à-dire que je vais coder ma classe Toto, et dans ma classe Toto, j'ai besoin de une fonction Tata, et là je vais faire require Tata, et automatiquement, il va aller me chercher le script, parce qu'il est intelligent, ou alors je lui ai dit où aller le chercher, et je vais pouvoir l'utiliser dans mon code de façon transparente. Pourquoi c'est intéressant de l'avoir directement dans le code? Ça veut dire que je n'ai pas à maintenir à côté une liste de config de tous les fichiers, de toutes mes dépendances. Si dans mon code j'ai plus besoin d'une dépendance, je supprime la ligne de require et mon fichier sera plus jamais appelé, en tout cas pas à cet endroit-là. Possibilité de build côté serveur, ils fournissent un petit script qui permet aussi de parser le JS avant de faire une mise en prod pour construire une concaténation de toutes les dépendances. Ça permet d'avoir un seul fichier JS. Et enfin, on a le chargement asynchrone. Ça, c'est très intéressant. On peut charger à la volée du code JS grâce à Require. Par exemple, pendant un moment, on avait une fonction qui nous permettait d'aller se brancher sur notre Google Analytics. Mais c'est une fonction qui nous demandait beaucoup de code, qui nous demandait des librairies externes et qui était très, très volumineuse. Donc on a fait le choix de ne pas les charger systématiquement, mais de les charger seulement quand notre user allait chercher cette fonctionnalité-là. Donc Require.js permet de faire ça. Quand il cliquait sur le bouton Google Analytics, on allait charger le code, ça attendait. Quand le code était chargé, on l'exécutait et le user était très très content. Par contre, Require.js, ça va nous imposer une certaine rigueur dans notre code, à savoir déclarer des modules qu'on appelle des modules AMD pour Asynchronous Module Definition, qui ont un peu cette gueule-là. Donc, finalement, chacun de nos fichiers JS va être une définition. Donc là, je précise ce que je définis. Je définis un presenter de slide, c'est la deuxième ligne. Ensuite, je passe un tableau qui va contenir les dépendances de mon fichier. Et lui, automatiquement, Require.js va aller me chercher ces fichiers-là. Et ensuite, je passe une fonction qui est un callback, qui sera la fonction appelée lorsque mes fichiers seront chargés. Cette fonction, elle prend deux paramètres. Elle prend une liste de paramètres qui correspondent aux dépendances passées dans le tableau juste avant. Vous voyez, j'ai un node presenter et un image helper. Combien de temps là? Ouais. Ensuite, je déclare dans ma petite fonction ma classe, ce dont j'ai besoin. On ne va pas s'appesantir sur le détail. Point important, je la retourne à la fin. Ce qui fait qu'à son tour, ce module-là va pouvoir être appelé en dépendance dans un autre fichier. Là, du coup, à droite, j'ai l'exemple d'utilisation. Donc là, j'ai défini mon slide presenter. J'en ai besoin, donc je dis, hey, j'ai besoin de mon slide. Il y a peut-être une erreur de syntaxe là. Je me demande si c'est pas un tableau qu'il faut passer aussi en premier paramètre. Bref, c'est du détail. Donc je lui dis juste que j'ai besoin de mon slide presenter. Je lui passe la fonction à exécuter quand il a bien chargé mon fichier. Et du coup, dans cette fonction, je peux utiliser les classes dont je dépends.
Donc ça derrière, comment ça marche? Require.js, il va simplement aller ajouter des balises script dans le head de votre DOM. Donc automatiquement, le navigateur va charger ce script, l'exécuter, et lui, Require.js, s'occupe de gérer tout ça, le script exécuté, le retourner en tant qu'objet, etc. Donc du coup, on a un code propre, bien découpé, dans plein de petites classes, plein de petits sous-dossiers. Alors je vous disais, ouais, pas de framework, hein, surtout pas de framework. Alors Require.js, c'est pas vraiment un framework, c'est surtout une lib qui va nous servir de socle. Alors certes, ça va nous imposer une certaine rigueur autour du code et de la déclaration du code, mais un peu de rigueur en JS, ça fait jamais de mal, hein, donc on ne va pas cracher dessus. Par contre, après, on est complètement libre sur la façon dont on gère notre appli, dont on gère le pattern général. Nous, on a retenu un modèle view presenter qui est proche d'un modèle view controller classique. Alors, si vous vous intéressez un peu à Backbone ou des choses comme ça, il y a de plus en plus de modèles view modèle, view modèle. Enfin, c'est un peu confus. Enfin, c'est pas vraiment confus, mais il y a vraiment plein d'écoles. Moi, j'aimais bien celui-là. Voilà pourquoi c'est pratique d'avoir Require, parce que du coup, j'ai mes classes, mes presenters, mes views. Tout fonctionne automatiquement avec Require. J'aurais pu faire autre chose comme pattern, mais Require m'a rien imposé du tout. J'ai encore combien de temps, Alex? Ouais, mais j'adore être à l'heure, donc. J'ai encore une demi-heure. Ça, c'est pas trop chiant, non? Ouais, vous poserez des questions, j'espère. Modèle, alors, toujours le découpage, modèle, c'est toute la logique métier. Dans notre cas, gérer des slides, gérer le contenu des slides, gérer les propriétés de la présentation. La view dans le modèle view presenter, ça va être une view extrêmement minimaliste. On va se contenter de capter les événements utilisateurs, les rebalancer au presenter et interagir avec le DOM pour afficher des choses, cacher des choses. Mais le principe de ce pattern, c'est de limiter au maximum la logique dans la view. La view, elle propose juste des méthodes de mise à jour du DOM, mais elle ne va pas plus loin. Et c'est le presenter qui va faire toute cette logique de présentation, en fait. Donc c'est lui qui va traiter les events de la view et c'est lui qui va communiquer avec le modèle. Dans ce pattern-là, la view n'est jamais au courant du modèle, en fait. Elle fait que exécuter ce que lui dit de faire le presenter. C'est pour ça qu'on parle de dump view, une view un peu idiote qui transmet les inputs et reçoit des ordres. Alors, on arrive à un point intéressant, comment on a géré l'incompatibilité entre les navigateurs. Parce que forcément, si on part sans framework, une des grosses forces des frameworks, c'est quand même de gérer tout ça pour nous, et qu'on n'ait pas besoin de réinventer la roue et de se faire chier avec ce genre de choses. Alors, comme je disais, comme on a sélectionné au départ des navigateurs assez récents, finalement, on a été très peu embêté avec des problèmes de compatibilité. Et pour vous dire, même IE11, je crois qu'en 2 heures de dev, sur la fin, ça fonctionnait. Donc, on peut applaudir IE11 quand même, parce que c'est une belle prouesse pour eux. J'espère que personne ne travaille chez Microsoft. On utilise aussi WK-HTML côté serveur pour générer nos snapshots. WK-HTML, que je dise pas de bêtises, c'est un navigateur headless, sans tête, qui va nous permettre juste de charger des pages sans aucune UI et de générer des captures d'écran de ces pages-là. Et finalement, c'est lui qui nous a le plus embêté dans la compatibilité, parce qu'il est basé sur un WebKit, je ne saurais plus vous dire la version, mais trop ancienne pour être honnête. Et c'est plus avec lui qu'on s'est battu sur les compatibilités. Surtout que c'est pas évident à débugger, puisqu'on peut débugger qu'avec des captures d'écran une fois les corrections apportées. Et puis point important, on a utilisé aussi des polyfills. Je vous parlais tout à l'heure de class list, par exemple, sur les éléments. On a vu que sur IE, c'était mal implémenté.
Donc on a utilisé des polyfills. Qu'est-ce que c'est que des polyfills? Ce sont des scripts JS qui vont permettre de pallier au manquement du navigateur. Par exemple, Swio c'est mal implémenté. Donc on va lancer le polyfill, lui il va détecter qu'il est souilleux, ou en tout cas que la version class est mal implémentée, et il va la redéclarer. Il va corriger en fait les défauts du navigateur. Ce qui fait qu'une fois que nous on a chargé ce polyfill en dépendance au début, on sait qu'on peut continuer à travailler avec nos méthodes et nos appels qui sont à la base pas forcément les plus compatibles. Donc là j'ai mis les exemples de ceux qu'on a utilisés. Je ne vais pas m'appesantir sur les détails. Là, un exemple de polyfill, par exemple WKHTML ne permettait pas d'appeler la méthode bind sur les fonctions. On a mis du temps avant de le comprendre, mais du coup quand on l'a compris, on a juste rajouté ce polyfill là. Qu'est-ce qu'il fait? Il teste si la propriété bind sur le prototype de la function existe ou pas, et s'il n'existe pas, il va le déclarer. Il va prendre la main sur le navigateur, enfin prendre la main, non, il va la déclarer de façon globale, et nous, on pourra utiliser notre méthode bind sur nos fonctions. Ça, c'est chopé sur Internet directement. Ok, bilan sur le viewer. On a fait une petite application MVP, alors basée sur Require.js, certes, mais globalement, on est resté quand même en natif. On a réussi à faire quelque chose de plutôt léger, 135 kg à l'heure actuelle. On aimerait que ce soit plus léger, évidemment. On a quand même quelques dépendances. On utilise des librairies pour gérer le copier-coller, pour gérer le partage. On a mis aussi un poil de templating pour nos modals ou des choses comme ça. Donc on a dû charger quelques librairies quand même. Mais grâce à Require.js, on reste assez souple là-dessus. Et l'idée, c'est un jour, pourquoi pas, arrêter de les charger et continuer à fonctionner quand même. Pas de framework, pas de jQuery. Et comme on vient de le voir, on a utilisé des polyfills pour combler au manque des différents navigateurs. L'éditeur, ça va être moins long, hein, l'éditeur. On rentre dans le gros du sujet parce que là, il ne s'agit plus que de charger une présentation, l'afficher dans le DOM, être capable de naviguer à l'intérieur avec 2-3 artifices, 2-3 queries dans le DOM et 2-3 changements de classe. Il va falloir être capable d'éditer les prés. Donc, quand on a attaqué cet éditeur, on s'est à nouveau posé la question: est-ce qu'on utilise un framework? Ou est-ce qu'on continue comme ça? Donc on a envisagé Angular pendant un moment, et en fait Attendez. Je parlais plutôt des contraintes rapides. Voilà. L'éditeur, donc c'est vraiment la partie principale. On a été encore plus sélectif sur les browsers. On est resté sur le top of the pop, les derniers Chrome, les derniers Firefox. i11, on a réussi à le faire marcher sur i11, sans trop d'efforts encore une fois, hein, c'est bien de leur part. Et on est beaucoup moins regardant sur le poids et la rapidité, puisqu'on part du principe que quand on édite ses prés, on est sur un browser, sur un desktop, pas forcément en situation de mobilité, en tout cas c'était pas notre cible première. Et comme je vous disais, on s'est posé la question du framework. Donc pendant qu'on se posait la question et qu'on essayait de regarder un peu si on ne pouvait pas utiliser Angular, on a continué les devs, donc sur la base du viewer, toujours en JS natif. On a pris nos classes existantes, on les a fait hériter pour qu'elles deviennent éditables, pour qu'on puisse les modifier. On a utilisé des moteurs templates pour les rendus de notre interface. Et puis voilà, on a fait pas mal d'encapsulation des librairies et des services extérieurs. Alors l'encapsulation, c'est le pattern classique de développement objet. Petit exemple de code très naïf, hein, je schématise énormément. Au départ, on utilisait un moteur template qui était Twig, parce qu'on avait du PHP derrière.
et qu'on avait une version Tweak PHP qui nous permettait de partager les templates. Et puis un jour, on est passé complètement à Python. Et du coup, on a changé le moteur de template vers du Nonjx, qui est un moteur de Mozilla, dont ils se servent pour avoir des templates au Jinja à la fois compatibles Python et JS côté front. Peut-être un peu chiant tout ça, non? Voilà, tout ça pour dire que ça, en fait, je l'encapsule dans quelque chose qui s'appelle mon template helper. Et moi, derrière, dans mon code, tout ce qui m'intéresse, c'est d'appeler mon template helper. J'appelle sa méthode compile, et que ce soit Twig ou Nonjx derrière, ça m'est égal. Et en effet, quand on a changé, le changement s'est fait assez facilement. Je raccourcis l'histoire, il y a forcément quelques petits ajustements à faire, mais globalement, en encapsulant tous les services extérieurs comme ça dans des services dédiés, on peut rapidement switcher de librairie, on est beaucoup plus souple et libre. Voilà, déjà fini pour l'éditeur, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'on a utilisé beaucoup plus de librairies externes du coup pour l'éditeur, mais on était beaucoup moins gêné par ça, puisqu'on s'est dès le départ pas limité sur la taille. Et on a même utilisé jQuery, parce que, pas se voler la face, il y a des moments où ça a quand même été bien pratique. C'était bien pratique pour deux choses. La délégation d'événements, je ne sais pas si vous voyez, on écoute un élément par an, et chaque event dans les éléments enfants va directement arriver à l'élément par an. Ça permet d'avoir un DOM qui peut se mettre à jour. Par exemple, l'élément parent sur lequel on écoute peut avoir des enfants qui disparaissent ou qui reviennent, sans qu'on ait besoin de gérer les événements là-dessus. Du moment qu'il y a toujours cet écouteur sur l'élément parent, on est tranquille. Donc ça, c'était quand même bien pratique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des petites libs qui existent pour faire ça. Il y a une lib qui s'appelle Gator qui fait exactement la même chose et qui ne fait que ça. Donc je crois que récemment on est passé complètement à Gator là-dessus. Parce que du coup, oui, on a pris jQuery, mais aujourd'hui, on essaie quand même de le retirer par principe. On a aussi un composant visuel qui est un select un peu custom, qui marche sur jQuery, qui est quand même bien fait, bien pratique. Donc pour lui aussi, on a tiré jQuery. Mais toujours pas de framework, à part toujours notre petit pattern MVP. Ah bah, il est même parti, Alex. Voilà, lors du bilan du coup sur l'ensemble de ces devs en JS natif, au final il y a une phrase qui tourne qui est: si tu n'utilises pas de framework, tu coderas ton propre framework. C'est un peu vrai, donc on a notre micro framework basé sur Require.js et notre pattern MVP. Par contre, c'est notre code, c'est 20 minutes ça. C'est notre code à nous, on le connaît, on n'a rien en trop, on sait comment il fonctionne, donc on reste très souple là-dessus. Comme je disais, l'intégralité du code est utile, c'est-à-dire qu'on ne charge rien qui n'est pas utilisé à un moment, ce qui ne serait pas forcément le cas avec un framework. Certes, on a dû réinventer la roue par moment, surtout tardivement en fait dans l'éditeur. Du coup, il était beaucoup trop tard pour faire machine arrière, mais on a eu besoin de gérer à un moment des collections d'objets avec du templating sur ces collections et génération des views. Et du coup, on a passé pas mal de temps, une bonne semaine, à gérer ça, alors qu'un framework l'aurait fait nativement. Je pense notamment à Backbone.js qui fait ça très bien. À part ça, pas de difficulté majeure. Hein. À aucun moment on s'est dit on aurait dû prendre un framework. C'était ma grosse angoisse dès le début du projet, c'était toujours de faire les mauvais choix, surtout au moment de l'éditeur. Et finalement, avec le recul, à aucun moment on s'est dit on aurait dû prendre un framework, à aucun moment on a regretté. De la même façon, je pense que si on avait pris un framework, je pense qu'à aucun moment on se serait dit on regrette d'avoir pris un framework. À part ces quelques roues qui ont dû être réinventées, on n'a pas eu non plus trop l'impression de perdre notre temps. Preuve en est que le JS, comme je disais au départ, devient assez mature et on arrive à faire beaucoup de choses avec. Et puis, un point important aussi, c'est qu'on a vraiment plongé dans le JS, on a vraiment le sentiment de s'être amélioré dans la compréhension du langage et dans
dans tout ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est rien que pour ça, ça peut être très intéressant d'essayer de se focaliser sur une appli en JS pur. Comme je disais, on n'est pas dans l'anti-frameworkisme primaire. On ne va pas cracher sur les frameworks. On a juste fait le choix à un moment donné, à cause de certaines contraintes, de ne pas en utiliser. On n'est pas non plus à cracher dessus. Il faut juste savoir que oui, ça vous prendra du poids, ça sera peut-être un peu plus lent. Mais les frameworks, ça reste une excellente chose pour l'écosystème. Et puis, ça reste adapté à la majorité des cas, surtout quand vous avez besoin de faire des choses rapides ou des choses classiques, genre gestion de formulaire avec peu de logique métier derrière. Ici, nous, on avait quand même envie d'avoir notre propre code sur tout cet aspect présentation et lecture des présentations, d'être vraiment pouvoir gérer au plus finement cet aspect-là, parce que finalement, c'était ça notre métier. Et puis enfin, oui, aussi au début, pas terrible comme dernier point, ça, mais forcément, au début, il a fallu réfléchir aussi sur le pattern à retenir, quoi, sur le MVP, justement. Au début, on est parti un peu sur un MVC. Bon, bref, on a un peu tâtonné, mais du coup, il y a cette réflexion-là à mener au départ qui est déjà faite au sein du framework. Et donc, quand on prend un framework, on se plie à la façon dont il marche et on n'a pas à se poser la question comment je vais faire marcher tout ça. Et voilà, c'est fini. 11h.